3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète. Marché, Sébastien Paris-Sorvitz, c'est avec nous, le directeur de la recherche de LBP Asset Management. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Bastien Dreux de nous accompagner également. Bonsoir Bastien. Bonsoir. Vous êtes le responsable de la recherche et de la stratégie de CPR Asset Management, et Thibaut Morel qui est également avec nous autour de cette table. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Vous êtes analyste recherche action chez Silex. Parlons action, notamment de Nvidia avec vous, Thibaut. Qu'est-ce qu'on peut dire de la qualité, du contenu de la publication de Nvidia et pourquoi est-ce que le marché a du mal à savoir sur quel pied danser? Je le rappelle, il y a eu la réaction de marché hier après bourse dans les échanges électroniques qui était plutôt négative. À l'ouverture ce matin aux États-Unis, le titre bondit de 4% et en quelques secondes, voire quelques minutes, il repart assez vite à la baisse. Alors une baisse qui reste somme toute limitée. On parle d'une baisse de 1% pour le titre Nvidia autour de $145 aujourd'hui. Qu'est-ce qui rend compliqué visiblement l'arbitrage du marché, Thibaut ? Oui, alors c'est vrai que c'est une publication qui est difficile à lire. C'est une publication qui est difficile à lire pour plusieurs raisons. Les marchés hésitent entre deux faits saillants sur cette publication. La première, c'est bien que les résultats soient excellents, comme d'habitude avec Nvidia, qui battent toutes les attentes, eh bien ça bat un petit peu moins les attentes sur ce qui comptait vraiment, c'est-à-dire la guidance du prochain trimestre. Et pourquoi est-ce que ça bat moins bien les attentes que d'habitude ? Principalement parce qu'il y a des problèmes de production. Et en tout cas, la cadence de production augmente moins vite qu'attendu. En revanche, il y a un côté extrêmement positif sur cette publication, c'est la demande. Et en particulier, la demande pour les prochaines générations de puces de Nvidia qui sont cruciales pour le développement de l'intelligence artificielle. Et ça, les investisseurs l'ont aussi au tête. Donc, ils balancent entre ces deux éléments. On parle donc, c'est le nouveau GPU Blackwell, c'est ça, hein, qui est aujourd'hui au cœur des enjeux, qui est la nouvelle puce. Jensen Huang veut sortir un nouveau modèle par an, hein, c'est le rythme qu'il a édicté, c'est ça, Thibaut ? Tout à fait ça. Donc, c'est un vrai premier test, j'allais dire, pour la capacité de Nvidia, de l'entreprise Nvidia, à gérer ces montées en puissance de nouveaux produits aujourd'hui. Hein. Oui, c'est tout à fait ça. Et on sent que dans le narratif, l'entreprise, elle est challengée là-dessus. Juste avant la publication, il y avait des rumeurs, notamment de surchauffe des puces, comme il y en a souvent dans le semi-conducteur, qui ont été démenties par pas mal de personnes, notamment des fournisseurs de Nvidia, mais des clients aussi. Donc effectivement, il y a ce challenge d'augmenter la cadence qui est crucial aussi pour les clients, parce que les clients, ce dont ils s'aperçoivent, c'est qu'il y a potentiellement énormément d'applications IA en jeu, mais pour ça, il faut que économiquement, il y ait encore des gros sauts technologiques qui soient faits, notamment sur l'efficacité énergétique des puces. Donc il y a aussi cet enjeu-là dans le fait d'accélérer la cadence de production de nouvelles puces. Ouais, ça reste une course de vitesse là, pour tout le monde dans cette industrie. Qu'est-ce qui pose problème là, dans la partie production pour Nvidia ? Où sont les points clés peut-être auxquels Nvidia va devoir répondre ? Oui, alors le point clé, ça va être son principal fabricant, c'est TSMC, l'entreprise leader de la fabrication de puces, notamment les puces les plus avancées à Taïwan. Et en fait, la fabrication de puces d'IA requiert plein de nouveaux processus de fabrication très très avancés qui n'existaient pas avant. Pour ça, il faut des nouvelles machines, il faut tester de nouveaux processus de fabrication. Et pour TSMC, ça va très vite aussi. Donc, il y a cet enjeu-là du côté de TSMC. Il y a l'enjeu aussi, si on remonte encore la chaîne de valeur, d'acquérir les bonnes machines pour fabriquer ces puces-là. C'est vraiment toute la chaîne de valeur en amont qui est au centre du jeu aujourd'hui. Ouais. Sur la partie demande, là, quel est le discours du moment de Jensen Huang et de ses équipes ? Donc, il nous dit l'âge de l'intelligence artificielle est encore au-dessus de nous. Ce sera une période large et diverse. C'est-à-dire, est-ce qu'il est encore dans l'idée d'acquérir de nouveaux clients, toujours plus de nouveaux clients ? C'est vrai qu'on a des poids très concentrés du chiffre d'affaires chez les GAFAM, pour faire simple. Est-ce que cette demande est en train de pénétrer d'autres secteurs, d'autres profils de clients également, Thibaut ? Oui, alors les GAFAM aujourd'hui, ça représente entre 40 et 50% du chiffre d'affaires, donc effectivement, c'est très concentré. En revanche, ce qu'on observe, c'est une diversification de la clientèle, notamment vers des acteurs gouvernementaux. Ça, c'est important aussi, parce que l'IA, il y a un enjeu de souveraineté
également. Donc oui, il y a les deux. Il y a vraiment cette concentration GAFAM. Donc de plus en plus d'États achètent directement, sont des clients directs de Nvidia aujourd'hui. Alors pas forcément en direct via des fonds d'investissement, mais oui, globalement il y a cet enjeu de souveraineté numérique. Concernant la demande, aujourd'hui on voit pas la fin de l'augmentation de la demande. Et il l'a cité, il y avait un chiffre qui était particulièrement frappant pendant ce conf call, c'est on n'attend pas de digestion de la demande avant au moins 4 ans. Ça, 4 ans. Et ça, pour un cycle semi-conducteur, c'est assez inhabituel. On est plutôt sur des cycles de 1-2 ans. C'est assez nerveux, les cycles semi-conducteurs. Donc, c'est dire la profondeur de la demande, mais c'est à la hauteur de l'enjeu qu'il y a derrière sur l'intelligence artificielle et toutes ses possibilités. Ouais. Est-ce que ça soulève la question d'un risque de bulle sur ou autour des valorisations boursières de ceux qui construisent les infrastructures de l'IA aujourd'hui, Thibault? Alors ce risque, il faut toujours le garder en tête. On n'a pas envie de réitérer l'expérience bulle.com. En revanche, ce qu'on observe, il y a quand même un fait extrêmement différent aujourd'hui par rapport au début des années 2000, c'est que les fondamentaux suivent spectaculairement l'augmentation des cours de bourse. Et finalement, si on regarde les multiples, la bulle.com, c'était une augmentation des multiples déraisonnable jusqu'à 200 fois le price earning parfois. Là, sur Nvidia, si on regarde avant chaque publication, on est toujours autour de sa moyenne 10 ans, qui est certes élevée, 35, mais c'est sa moyenne 10 ans. Et à chaque fois, ce qui est très sain aussi, c'est que le marché challenge à chaque fois la croissance de Nvidia. Chaque publication, le marché challenge en disant mais quand est-ce que ça va se terminer? Où est-ce que ça va s'arrêter? Donc ça il y a une vigilance. Il y a une très forte vigilance. Très forte vigilance, c'est plutôt ça. Ouais. Et donc, j'allais dire, en termes de cas d'investissement, ça reste encore un cas d'investissement sain, entre guillemets. Ah oui, aujourd'hui, ça reste un cas d'investissement sain. Alors, sauf énorme surprise, il y a toujours des inconditionnels. Par exemple, s'il y a un problème avec Taïwan, il y a un problème direct. Ce ne sera pas que Nvidia et on pensera à autre chose que Nvidia à ce moment-là. En premier lieu, sans doute, oui. Mais, même si eux, non, mais c'est majeur. Mais ça pourrait être le chose qui ferait déraper. Mais aujourd'hui, sinon, sur les fondamentaux, notamment sur la demande, on s'aperçoit que les modèles sont toujours de plus en plus puissants avec toujours plus d'applications. Aujourd'hui, c'est toujours un cas intéressant. Bon. Trump et Nvidia, je veux dire, une future administration Trump pour les grandes valeurs technologiques américaines, Nvidia étant l'emblème aujourd'hui de ces valeurs-là, c'est positif, ça rend les choses plus compliquées, ça change rien? C'est ambigu, on va dire. Le premier fait, il est plutôt positif. C'est que la tech a acquis une influence extrêmement grande auprès de la politique américaine. On le voit avec Elon Musk qui s'affiche partout avec Trump, qui intervient dans des calls avec d'autres acteurs de la tech, qui est présent aussi dans des calls avec des dirigeants étrangers. Ça, c'est un fait totalement nouveau et ça montre l'influence de la tech. Sachant que Musk, c'est vraiment un transhumaniste, accélérationniste de la tech. Son objectif, c'est d'aller sur Mars, voilà pour l'objectif. Donc ça, c'est plutôt positif. Ça veut dire qu'il va y avoir une dérégulation, une déréglementation qui peut favoriser l'innovation tech. Alors, ce qui est plus ambigu, c'est à qui va profiter cette déréglementation finalement, parce que Trump, sur sa ligne, et vu les gens avec qui il s'est entouré, notamment J.D. Vance, son VP, c'est plutôt une ligne anti-establishment économique, notamment anti-GAFAM. Donc, il y a tech et tech. Il y a la tech portée par Elon Musk, qui est peut-être aujourd'hui le nouveau symbole, pionnier américain, etc. Et puis, il y a la tech de l'ancien monde, celui de la Silicon Valley, bon teint. Tout à fait. Alors, qui n'a pas dit son dernier mot. Elle n'a pas dit son dernier mot, ça c'est sûr. Mais effectivement, on peut penser qu'elle va être mise sous pression sur un certain nombre de segments dans les mois, dans les années à venir, avec un Musk qui va s'attaquer clairement à leur marché. Il l'a annoncé, et autrement, qui va s'attaquer aussi aux agences de régulation directement. Ça pose la question toujours de savoir ce que Musk vient faire dans cette affaire, ça ok, mais surtout quelles vont être ses marges de manœuvre, ses leviers d'action, et quel va être son titre et sa fonction exacte, et son rôle exact, explicite, auprès de la Maison-Blanche. Oui, ça c'est une situation assez... Pour l'instant, on est un peu dans un flou artistique qui permet à Elon Musk de faire évidemment ce qu'il veut, en tout cas de dire ce qu'il veut. Oui, tout à fait. C'est une situation assez particulière d'avoir des intérêts business comme ça, et en même temps une influence sur les organisations qui vous régulent.
faut voir ce qui va se passer. Oui, mais on va suivre ça. Je crois qu'on n'aura pas le choix. De toute façon, beaucoup de choses ont été dites. Non, mais il y a plein d'angles intéressants. Je ne sais pas ce qui peut vous intéresser là-dedans. Bastien, Trump et la tech. La diffusion de l'IA, Nvidia étant évidemment la partie peut-être émergée, très émergée de l'iceberg. Mais il y a tout ce qui se passe autour, tous les investissements que ça implique, jusqu'aux investissements logiciels qui sont quand même le cœur de l'innovation, de la productivité, etc. Depuis déjà des années aux États-Unis. Alors, il y aurait plein de choses à dire. Oui, ben on peut. Alors, peut-être sur Trump et la tech, moi j'ai mon sentiment, quand je ne suis pas dans la tête de Trump, évidemment, et je pense que personne ne l'est. Même dans ses proches conseillers, ils ne savent pas forcément très bien ce que lui veut faire sur tous les sujets. En tout cas, on a l'impression que ça n'est quand même pas sa priorité. Enfin, tout ce qui concerne les dossiers antitrust de la tech, c'est pas du tout la priorité. Donc peut-être qu'il a pu en parler à un moment ou à un autre, mais c'est vraiment quelque chose qui vient très très loin dans l'agenda. Et ses conseillers disent que de toute façon, l'antitrust tech, ça prend vraiment beaucoup de temps, et donc ça n'intéresse pas. Des dossiers qui prendront pas mal de temps à être étudiés. Et peut-être quand même la différence avec 2016, c'est qu'il avait un discours qui était assez négatif sur la tech quand même à l'époque. Il était assez virulent, et je pense que c'était en partie parce que les dirigeants des méga caps, des plus grosses entreprises de la tech, le prenaient pas forcément au sérieux. Alors que là, dans la campagne électorale, on a bien vu que tout le monde le prenait au sérieux, qu'il avait pris une autre dimension, qu'il avait de réelles chances d'être élu. On l'a vu notamment avec des prises de parole de Jeff Bezos, mais aussi il y a des PDG comme celui de Microsoft qui ont pris contact avec lui. Donc on voit qu'il est beaucoup plus pris au sérieux, et je pense que du coup ça peut le flatter peut-être un peu son ego, et qu'il a peut-être moins envie de mettre son nez là-dessus, alors que il y a tout un tas d'autres dossiers qui sont complètement prioritaires pour lui, comme je sais pas, l'immigration, les droits de douane par rapport à la Chine. Voilà, ça c'est vraiment les dossiers les plus importants, les baisses d'impôts, la dérégulation. Ça c'est vraiment les dossiers qui sont très importants. Ouais. Et peut-être pour compléter ce que disait Thibault, c'est que sur le potentiel de l'IA, c'est que il y a une petite enquête qui est assez sympa, je crois, qui est faite toutes les 2 semaines par le bureau du recensement aux États-Unis, le Census Bureau, et qui auprès des entreprises, et qui leur demande est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle générative, et on voit que ça monte constamment, mais le niveau, il est relativement bas. On est à 8 ou 9%, quelque chose comme ça, d'utilisation de l'IA générative par les entreprises, mais c'est vraiment en forte croissance, et on voit vraiment là le potentiel énorme qu'il peut y avoir, parce que tout le monde et ces entreprises elles-mêmes le disent, que de toute façon il y a pas mal de potentiel d'utilisation dans leurs activités. Et je crois que Thibault mentionnait les 4 ans à venir pour la demande qui continuerait à progresser sur l'IA et sur les semi-conducteurs. Ça c'est tout à fait ce qu'on pense aussi, qu'il reste un potentiel très important sur ce. Donc ça reste un potentiel, et il n'est pas temps de s'inquiéter ou de trop s'inquiéter de l'écart qu'on peut constater entre les dizaines, voire peut-être centaines de milliards de dollars qui sont alloués à l'infrastructure, au GPU, et la faiblesse des recettes, des usages qu'on trouve aujourd'hui à l'arrivée. C'est normal qu'on ait cet écart à ce stade du cycle. C'est des choses qui vont être amenées à évoluer sur les années qui arrivent. Donc nous, on ne s'inquiète pas du tout pour ça, et on pense que vraiment, c'est que l'utilisation de l'IA va vraiment être de plus en plus forte pour les entreprises américaines. Sébastien, sur ce qui vous intéresse. Oui, je sais pas, j'essaie de trouver J'essaie de trouver ce qui m'intéresse. Parce que on vit une période très particulière. L'IA est une révolution, on le sait depuis les années 70, mais ça s'est accéléré, cette accélération est extraordinaire. Et on s'est retrouvé tout à coup quelque chose qui est assez surprenant, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des énormes monopoles qui couvrent sur la technologie et d'autres secteurs, si vous prenez Apple, Amazon, etc., c'est des vrais monopoles et une puissance financière incroyable. Et tout à coup, et c'est une surprise, il y a le développement de l'IA, d'abord parce que la recherche sur comment utiliser l'énormité de données que nous avons, aujourd'hui, on sait comment le faire. Et il nous fallait la puissance de calcul, les ordinateurs, etc. Et il se trouve, surprise, qu'il y a une seule boîte au monde qui s'est mise là-dessus et qui développe, encore une fois, une puce. La puce, c'est très important, ça requiert de l'innovation, etc. Mais c'est que la puce. C'est-à-dire que
la vraie matière grise, elle vient d'ailleurs, même si pour faire des puces, c'est compliqué. Nous, on fait les machines en Europe, dont tu as besoin ASML, bien sûr. TSMC, avec ASML, et TSMC fait la puce créée par NVIDIA. Il n'empêche qu'ils ont un monopole. Et on se dit, c'est quoi la barrière à l'entrée ? Aujourd'hui, la première barrière, c'est que les autres, les fameuses, si on exclut NVIDIA, toutes les autres monopoles, là, ce qu'on appelle les 7 magnifiques ou les 6 magnifiques sur NVIDIA, c'est eux qui investissent, hein, tu l'as dit. C'est les hyperscalers. 50% de la demande et donc, c'est extrêmement concentré. Et ces gens-là ont une puissance aujourd'hui d'absorption des données et de monopole aussi de la donnée et qui vont l'utiliser, on ne sait pas comment. Et à côté, il y a les gens qui pensent. Disons, les autres pensent aussi, mais ceux qui vont créer... Donc, OpenIA, nous, on a Mistral, c'est ça ? Oui, Mistral, donc, d'autres. C'est les gens qui vont faire que la pensée, qui vont aider les puces à penser comme nous. C'est quand même extraordinaire de penser comme nous. Aujourd'hui, les gens utilisent, tu le disais, d'interroger la machine, lui dire qu'est-ce qui va se passer demain, et la machine peut sortir quelque chose. Maintenant, il faut structurer ça. Est-ce que ça va faire des gains de productivité ? Est-ce que cette réponse va m'aider à mieux fonctionner ? Comment nous, on va s'adapter à ça ? Comment le travail va changer ? Parce que quelqu'un qui faisait quelque chose que la machine peut faire aujourd'hui, et avant on ne pouvait pas, qu'est-ce qu'on va faire avec cette personne ? Comment on va l'éduquer ? Il y a plein de sujets énormes. Bien sûr. Maintenant, j'arrive à Trump. Donc, cette personne qui, aujourd'hui, on ne saurait pas quoi en faire, vu qu'il faudrait inventer leur travail. Trump est un populiste. Trump ne s'intéresse pas à l'innovation, à la technologie, jamais. Il ne s'est jamais intéressé. Il veut être puissant, il veut avoir le pouvoir. Donc, il se trouve que certains de ces grosses fortunes, dont Musk, il veut le pouvoir aussi. Il veut le pouvoir. Et il est comme Trump. Si tu n'es pas avec moi, attention, tu es contre moi. Oui. Et ça, c'est un peu effrayant. Malgré l'argent qu'il a mis, c'est l'homme le plus riche de la planète, et il met de l'argent dans beaucoup d'endroits et beaucoup de choses qui ont été extrêmement innovantes. Donc ce qui peut faire peur avec Trump, vu qu'il n'a pas d'idée, je pense, à aucun moment il a dit comment l'Amérique allait croître. L'Amérique allait croître d'abord parce que là, il s'intéressait qu'à elle. Et donc pour les grands de la tech, ce qui faisait peur de Trump, c'est qu'eux, ils ont besoin du reste du monde. Parce qu'il y a des gros marchés, etc. Trump leur dit non, nous, c'est nous. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même lui qui a le pouvoir. C'est lui qui régule, c'est lui qui... Donc on est obligé d'être gentil. Mais on ne sait pas comment ce cocktail va fonctionner. Mais encore une fois, la révolution de l'intelligence artificielle, c'est pour, 50 ans. Et forcément, il y a beaucoup de choses qui vont changer de la façon dont on travaille. Pour ce qui est de Trump, c'est d'abord 4 ans. Oui, voire deux. Parce que, non, mais il y a les midterms. C'est-à-dire que, pour l'instant, la première séquence, c'est... Oui, non, mais il sera là pendant 4 ans. Et sur le mais les midterms peuvent changer aussi un peu. Il ne va rien faire sur la technologie. En revanche, il veut transformer nos relations commerciales, etc. Et peut-être de la façon dont la tech avance. Même si, encore une fois, la chance d'NVIDIA, ils vont qu'aux États-Unis, c'est-à-dire aux 50% vient des grosses autres compagnies. On va parler un peu plus largement de l'agenda Trump, mais si on dit encore un mot de la tech, spécifiquement avec vous, Thibault, effectivement, l'idée de conflictualité avec la Chine, elle n'est pas nouvelle, mais elle peut monter encore d'un cran sous Trump. L'idée simplement des tarifs, etc., des chaînes de valeur, de la régionalisation, etc., ça altère un petit peu le cas d'investissement quand même de ces grandes valeurs technologiques américaines, comme le disait Sébastien, qui ont besoin du monde comme terrain de jeu, quoi. Je pense que ça le renforce pour une raison précise, c'est que l'IA représente une nouvelle guerre froide technologique. C'est la course à l'armement, l'IA, vu les conséquences de l'avènement d'une telle technologie, à la fois sur les économies et même sur certaines parties des pouvoirs régaliens, comme les armées, on le voit avec potentiellement des armes autonomes, il y a un réel enjeu à être le premier à acquérir cette technologie. Et les Américains
Et en priver les autres. Enfin, essayer d'en priver les autres. Essayer d'en priver les autres. Mais ça, c'est très dur à faire, donc ils veulent surtout être les premiers à le faire. Et on voit les Chinois font énormément de progrès dans les modèles les plus avancés. Le dernier modèle que OpenAI a sorti, qui s'appelle O1, qui est un modèle qui résonne, ce qui est tout à fait nouveau et qui a beaucoup de conséquences. Eh bien, les Chinois, en 2 mois, ont réussi à répliquer ce modèle. On a eu l'info hier, ça s'appelle DeepSeek, et c'est exactement, c'est une copie conforme. Hein, donc on voit bien cet enjeu de parvenir à maîtriser la technologie en premier pour éviter qu'il y ait une utilisation qui soit faite par les Chinois, qui soit contraire finalement aux principes américains. Mais ça, c'est pas nouveau. C'était déjà le cas sur les puces avec les sanctions d'exportation des machines ASML. Là, ça passe une étape, on passe une vitesse supérieure avec ça. Bon. Et mais les Chinois n'ont pas les puces. Alors, les Chinois, ils ne sont pas censés avoir les puces. mais ce qu'on voit, c'est que dans les faits, ils les ont. Alors, on ne sait pas très bien par où ça passe, par le Moyen-Orient, par Singapour, on ne sait pas très bien. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a des clusters avec des puces NVIDIA sur le territoire chinois. Alors, et ça, l'administration américaine va vouloir patcher ces failles, ces fuites dans les tuyaux, dans les circuits ou... Très certainement. Ils vont certainement essayer. Est-ce qu'ils vont y arriver? C'est extrêmement compliqué de maîtriser une chaîne d'approvisionnement mondiale comme ça, où ça peut passer par plein de pays. Ça va être un vrai challenge. Un vrai challenge pour eux. Bastien, si on change un petit peu de terrain, mais toujours en lien avec Donald Trump et ces 2 semaines qui sont déjà derrière nous, depuis les résultats de l'élection. Bon, il y a eu beaucoup d'annonces de nominations, c'est allé très très vite, on a très vite trouvé le secrétaire à la Défense, le secrétaire d'État, le futur ministre de la Justice. On verra de tous ces gens-là, ceux qui restent après validation ou élimination par le Sénat. En revanche, il y a un nom qui a du mal à sortir, et je trouve ça assez intéressant, c'est celui du secrétaire du Trésor. Ça montre bien quand même que dans l'agenda Trump, dans la doctrine économique de Donald Trump, il y a quand même une vigilance particulière qui va être apportée à cette question fiscale et budgétaire. Et aux conséquences de ce que pourrait être la doctrine Trump sur la partie budgétaire. Alors, il y a plein de choses à dire. Oui, bien sûr. Sur les nominations, il y a eu des nominations assez disruptives, on va dire, pour aller vite. Mais pour l'instant, pour le secrétaire du Trésor, on ne sait pas encore. Ce qu'on peut noter sur les noms qui ont été mentionnés, c'est qu'il y a souvent des directeurs de hedge funds ou de fonds d'investissement, de private equity. Et en fait, une interprétation qu'on pourrait faire ici, c'est que Trump, avant tout, il aime le marché action. Il aime les marchés et il veut que les marchés Dow Jones montent. C'est le KPI de Trump, c'est le Dow Jones. Il a déjà dit pendant son premier mandat que c'était sa boussole. Et quelque part, on peut y voir quelque chose de rassurant parce que ça veut dire qu'il n'est pas prêt à prendre des mesures qui pourraient casser le marché action l'année prochaine, qui pourraient être complètement disruptives. Enfin, c'est un élément. Oui. Après, bon, voilà. Mais c'est un point clé parce que pour que le marché action aille bien, il faut que le marché obligataire soit sous contrôle aussi, j'imagine, Bastien. Oui, il y a un peu de ça. Sur ce point-là, de toute façon, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir non plus des déficits qui augmentent trop. Donc ça, voilà, on verra comment ça se passe. On entend circuler des idées disruptives, on va dire, comme Elon Musk qui veut faire baisser le budget fédéral de 2 000 milliards de dollars. Donc le budget fédéral, c'est aux alentours de 7 000 milliards. Donc le faire baisser de 2 000 milliards. 2 000 milliards, je n'ai pas fait le calcul, mais c'est quelque chose comme 6, 7, 8% du PIB. C'est énorme. Donc, voilà, donc sachant qu'il y a à peu près 3,5 trillions qui sont dédiés aux dépenses, c'est le filet de sécurité sociale, qui n'est pas déjà un filet très large aux États-Unis. Et si vraiment il faut taper là-dedans, c'est très compliqué d'aller y trouver 2 trillions. Donc en réalité, on ne sait pas trop. Il y a, je pense, quand même une volonté d'être plus sérieux. Plus sérieux pour ce poste-là que pour les autres postes. Ça me paraît assez clair. Mais je pense que la période vraiment actuelle, là, les jours aujourd'hui, cette semaine, la semaine prochaine, c'est quand même clé parce que de ce qu'on peut lire, c'est qu'ils testent avec les candidats possibles la faisabilité de ces hausses de droits de douane. Enfin, la faisabilité, oui, c'est faisable. Mais de ces baisses d'impôts reconduites, des droits de douane, du renversement des flux migratoires. Qu'est-ce que ça donne sur le plan économique
économique, qu'est-ce que ça veut dire pour les treasuries et pour le Dow Jones, quoi. Et les différents candidats qui ont été interviewés donc, chez lui en Floride ont pu peut-être lui dire, écoutez, faire tout ça sur les droits de douane, c'est peut-être trop fort, ou les baisses d'impôts, on peut en faire, mais peut-être pas tout, peut-être pas les baisses d'impôts sur les tips, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment, je pense, sur même si on ne connaît pas la teneur des débats, c'est sans doute en ce moment qu'est en train de se jouer finalement la politique qui sera mise en œuvre l'année prochaine. Donc ça sera vraiment intéressant d'avoir évidemment le nom et de savoir un petit peu quels ont été les termes des conversations, sur quoi ils se sont mis d'accord. Parce que là, ça c'est un petit peu, c'est évidemment très structurant pour l'année prochaine. Parce qu'aujourd'hui, même s'il y a eu beaucoup d'idées qui ont circulé sur plein de sujets, sur les baisses d'impôts, etc., les différentes baisses d'impôts, les hausses de droits, etc., on n'a pas de précision, on n'a rien d'extrêmement concret dont on peut être vraiment sûr qu'il le fera l'année prochaine. Même si on a eu un travail de préparation du programme avec différents think tanks qui a été très approfondi par rapport à 2016 où on était dans la vibe Trump plus qu'autre chose. Là, il y a eu un travail de fond qui a été fait. Maintenant, vous dites, voilà, qu'est-ce qui va rester à la fin de la journée de tout ce qui a été prévu et programmé pour le coup, par les équipes de réflexion de Trump. Trump ne se différencie pas quand même de tous les autres politiciens. Pendant la campagne, on dit qu'on peut faire tout ça, et après on regarde ce qu'on peut vraiment faire, quoi. Bon, qu'est-ce qu'il va choisir entre donc renverser les flux migratoires, monter les droits de douane pour tout le monde, prolonger, reconduire, approfondir peut-être même les baisses d'impôts et le Dow Jones? Qu'est-ce qui reste à la fin Je pense que, pour vous, Sébastien comme Bastien a dit, c'est sûr que la boussole de la bourse est très importante pour Trump. Mais lui, il n'a pas de modèle qui boucle sur la bourse. Et donc, il peut faire des choses qui, malheureusement, ne permettent pas que la bourse continue à monter. Alors, sur les personnes, je crois qu'il est assez pragmatique dans ce sens. Il cherche à trouver des gens qui fassent quelque chose d'impossible, c'est-à-dire vraiment suivre son programme, mais en même temps éviter les problèmes. Et ce qui ne peut pas arriver, évidemment. Et donc, il y a la question peut-être de la séquence. Donc, la bonne nouvelle, si on a une, c'est que on voit bien que ceux qui semblent favoris, mais bon, tous les jours, il y a un nouveau favori, donc je ne sais pas si c'est... Voilà, je ne sais pas, ça tourne. Donc, on a parlé de Kevin Warsh, ancien membre de la Fed, je donne les noms. Alors, Scott Bessent, on en parle depuis un moment, gérant de hedge fund, qui a travaillé notamment pour Soros. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir que Trump est assez pragmatique de ce point de vue-là. Et puis, c'est Mark Rowan, bien sûr, là, dont on parle depuis quelques jours, fondateur d'Apollo Global Management. Alors, Warsh, quand il est passé par la Fed, ce n'était pas le plus impressionnant. Cowen, je ne sais pas quelles sont ses idées économiques. En revanche, Bessent, il a présenté son programme il y a quelques mois déjà, parce que comme il était proche, apparemment il a un lien familial avec les Trump, et il a présenté son histoire des trois flèches, parce que c'est un copain, apparemment, d'après lui, le Premier ministre Abe était un copain de Trump. Bien sûr, et donc ils avaient, le programme était très simple à résumer, c'était 3% de croissance, 3% de déficit public et enfin 3 millions de barils jour en plus de production de pétrole. En plus des 10 millions le dernier million qui produisent. D'accord. Dernier 3, il pensait que c'était les 3 flèches. Et donc, mais il n'empêche qu'il a présenté ça. Et lui, il était pour, en fait, les hausses de tarifs, à ceci près que pour lui, c'était, Trump dit ça, mais en fait, pour lui, c'est une bonne façon de négocier avec les autres. Et c'est vrai que lors du son premier mandat, il a utilisé ça. On n'a pas monté du montant qu'il voulait, et ça s'est fait de façon graduelle. Il y a des gens qui l'ont fait de façon graduelle. Donc, il n'empêche que ça reste un truc très important. Donc, la séquence, c'est vrai, elle peut être très importante. Mais je pense que, surtout, il va faire quelque chose. Lui, il faut qu'il montre que, chaque fois, c'est qu'on ne peut pas... Surtout qu'il a les marges de manœuvre au Congrès pour le faire, sans compter tout ce qu'il peut faire par décret, executive orders, mais etc. Voilà, ça, c'est le truc qu'on ne sait pas vraiment. Et c'est pour ça que c'est un grand test, les nominations. Parce que les nominations, notamment le ministre de la Justice, il va passer devant le Sénat. Oui, on va voir. Il y restera. Oui, enfin, il ne passera pas. Peut-être, non, mais on ne sait pas. On sait pas. C'est un bon test. Mais revenant à l'économie, lui, il voudra faire quelque chose sur chaque point, sujet. chaque dimension. L'immigration.
il fait quoi, 11 millions, il faudrait, il voulait tous les illégaux, c'est à peu près 11 millions. Bon, imaginons qu'ils en fait 3, déjà 3 millions pour les sortir. Donc, il y aura, je pense, un jour, 100 bus qui partent vers le Mexique. Et les gens, ah oui, il est en train de le faire. C'est comme le mur, on s'arrête au bout de quelques kilomètres. Et rien ne change. C'est fait. Rien ne change. Et rien ne change, mais c'est fait. OK. Je tic de box. Okay. Et après, sur les tarifs, il va faire quelque chose, mais peut-être, et ce serait une bonne nouvelle, d'ailleurs, nous, on a ce scénario, je ne sais pas le scénario sur lequel vous travaillez, mais qui est un scénario raisonnable. Est-ce qu'on peut être raisonnable avec Trump, vous l'allez me dire? Je ne sais pas. C'est un peu ce que laissait entendre Bastien. Voilà, il faut être raisonnable. Et donc, je pense que déjà, il y aura un peu de gradualisme dans ces hausses de taxes. Nous, on a des hausses de taxes, de droits de douane, qui sont relativement faibles pour l'Europe. Il n'empêche qu'il y en aura. Pour la Chine, ça sera un peu plus élevé. Mais ce sera gérable. Ce sera gérable. Si vous me dites pour 2025, je pense que c'est gérable et qu'on peut vivre avec. Après, je ne sais pas. En fait, je pense qu'on est dans un brouillard compliqué. On a de la croissance avec beaucoup de brouillard. Mais ça va, effectivement... Et sur les baisses d'impôts, donc, ils prolongent sur les baisses d'impôts, oui, il va prolonger. D'accord. Et le seul problème, c'est les recettes. Et donc, les recettes, je ne sais pas si vous avez vu les listes parce que lui, 2000 milliards de coupes d'impôts de Musk, et il a mis une première liste. Regardez comment il y a déjà 900 milliards qui sont gaspillés. Et vous lisez la liste, vous rigolez, parce que c'est n'importe quoi. Et ce qu'il a mis là-dedans, c'est des choses, même sur la recherche. Comment il s'appelait celui qui dirigeait la recherche c'était l'expert médical qu'avait Trump. Ah Fauci. Et qui, évidemment, avait lancé pas mal de recherches. Et il a dit, mais comment on peut... Ils avaient appelé l'île des singes, je crois. Comment... Et donc, on a dépensé, je ne sais pas combien de millions sur... C'est de la recherche. Mais ça n'arrivera pas. Non, mais c'est pas possible. C'est plus d'un tiers du budget d'aujourd'hui. Donc c'est pas possible. Mais 2 semaines après, on est en train de se dire, finalement, on pensait à un Trump en mode Fast and Furious qui allait avoir et pouvoir délivrer un maximum de son agenda. 2 semaines après, vous dites, oulala. Parce que vous, comme moi, on veut être raisonnable. On veut être raisonnable. Et on dit, déjà, c'est pas possible, mais on veut être raisonnable. Maintenant, s'il en fait beaucoup plus que nous, ce qu'on met des choses raisonnables, mais qui seront quand même pas forcément bonnes pour le reste du monde, si c'est plus, ça ne sera pas bon. Qu'est-ce que ça implique pour les banques centrales, à commencer par la Fed? Alors, je comprends qu'on est dans le flou, et Jérôme Powell a calmé tout le monde. Ouais. On n'est pas là pour spéculer, on n'est pas là pour deviner, on n'est pas là pour anticiper ou faire des hypothèses sur ce que fera Trump à partir du 20 janvier. Quand même. Il y a quand même des éléments en place, et il y a un sens du voyage sous Trump au moins qui est assez clair. Ce que Powell a essayé de faire comprendre, c'est que la Fed allait juger sur pièce, quoi. Elle attend de voir vraiment ce qu'elle allait être. Et c'est la meilleure option pour la Fed, j'imagine. Oui, parce que on est en train de le dire, on ne sait pas exactement ce qui va être fait. Donc, vous imaginez, la Fed ne peut pas faire, ça sera peut-être ça, Voilà. Donc, ils sont obligés de juger sur pièce. Après, comment la Fed va réagir aux hausses de droits de douane? Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment la Fed elle-même avait réfléchi à ce sujet-là en 2018-2019. Et les économistes de la Fed, avant chaque FOMC, ils produisent un petit rapport pour les membres du FOMC. Et ce qu'ils avaient dit, c'était que, il fallait probablement voir les hausses de droits de douane comme une hausse temporaire de l'inflation. On remonte le niveau général des prix, mais les prix montent. D'un coup, ça marche dans l'inflation. C'est un one-off. C'est ça, c'est dans l'inflation, c'est calculé dans l'inflation pendant 12 mois. Enfin, s'il le fait d'un seul coup, après ça peut ça sort au bout de 12 mois. Voilà. Et en revanche, ça a des conséquences négatives sur l'activité, quoi. Donc, ce que les économistes de la Fed suggéraient, c'était de, négliger finalement cette hausse temporaire de l'inflation et de se focaliser sur la baisse de l'activité. Et c'est exactement ce que la Fed avait fait en 2019, parce que sur la fin de l'année 2019, la Fed baisse 3 fois ses taux, si je ne me trompe pas, et notamment parce qu'il y a eu un choc négatif de confiance consécutif finalement aux hausses de droits de douane qu'avait pris Trump, quoi. Et d'ailleurs, et ça c'est intéressant, c'est qu'à la fin de l'année 2019, Trump, quand il a vu que ça faisait baisser le marché actions, il remet... Fin 2018, il y avait 2018 et 2019. Et 2019 aussi, et fin 2019, il voit qu'il y a des moments où ça fait baisser la bourse, et là, il dit, finalement, j'annule tout.
Voilà, et enfin, j'annule une partie, et là, la marché action était reparti. Bon, bref, et tout ça pour dire que globalement, pour la Fed, ça serait plutôt des baisses de taux, paradoxalement, qui pourraient être consécutives aux hausses de droits de douane. Mais ce qu'a expliqué quand même Jérôme Powell sur les derniers jours, c'est que il y a cette idée, de toute façon, qui circule à la Fed, mais il faut juger le net, parce qu'il n'y aura pas que cette mesure, il y aura aussi probablement des baisses d'impôts, il y aura peut-être des petits stimulus budgétaires, je ne sais pas si on remontera les allocations familiales, donc il y a encore un flou là-dessus, on ne sait pas s'il va le faire. Donc ces différentes mesures, et puis l'immigration, donc il faudra les sommer et voir à la fin ce que ça fait sur la croissance et sur l'inflation, et c'est en fonction de ça que la Fed prendra une décision. Mais les hausses de droits de douane, c'est plutôt des baisses de c'est taux plutôt directeurs. récessif. À la fin de la journée, c'est plutôt un aspect récessif sur l'activité économique. Pour la réunion des 17-18 décembre, c'est la baisse qu'on attendait de 25 points de base, elle est très en jeu, un peu, beaucoup, ou elle peut se faire encore. Elle devrait se faire. Elle peut se faire. Et là, quand on regarde un peu les poids lourds du FOMC, il y a encore Williams aujourd'hui, le président de la Fed de New York, qui disait que le chemin est clair sur la désinflation, et cette désinflation permet à la Fed de continuer à baisser un peu les taux directeurs sur les mois qui arrivent. Un mot rapide sur l'enjeu monétaire, banque centrale, sur la Fed, et puis par voie de conséquence, comment la BCE peut réagir. L'histoire le dit, elle est pragmatique, il doit voir ce qui va se passer. L'interprétation des baisses de taxes, etc., ça sera inflationniste, ça la poussera à la prudence, il n'empêche qu'elle sait que c'est surtout récessif, et elle verra. Donc, en tous les cas, pour le court terme, nous, on est toujours sur 25 points de base. L'inflation, elle est sticky aux États-Unis. Et donc, pour 2025, je pense qu'il y aura beaucoup moins que ce que les gens prévoyaient. Et en Europe ? Et en Europe, en revanche, on doit continuer. Nous, on pense que la croissance reste molle. On a une croissance assez molle encore pour l'année prochaine, même si on a une reprise par rapport à cette année. Et je pense que la BCE doit baisser ses taux pour arriver à un taux d'équilibre que nous, on voit toujours avec un taux réel un peu positif. Beaucoup le voient... Donc autour de 2 quand même. Taux de dépôt terminal autour de 2 de 25. De 25. C'est peut-être exigeant, mais on se dit qu'il y a quand même beaucoup de pression et qu'il faut arriver au moins à ça. Et c'est important pour l'Europe parce que sans la Fed, sans la BCE, on n'aura pas autant de croissance qu'on peut imaginer. Non. On est toujours, nous, dépendants d'un cycle, comme vous le savez, de crédit. On a besoin de cette aide pour croître. L'autre partie du policy mix, en tout cas la partie pilotée par les gouvernements, en l'occurrence la partie budgétaire, souffre un peu d'un vide politique un peu généralisé, en tout cas dans différents pays clés d'Europe. Non, ça s'appelle pas Trump, mais ça s'appelle effectivement vide politique. Oui. Et on a, c'est vrai, c'est un vrai problème, mais qui est très important parce que il y a une dimension stratégique que veut l'Europe, et surtout tout le monde parle de ce qu'on voudrait, à quoi on voudrait se préparer. Là, on parlait de l'intelligence artificielle, etc. Et on n'a pas de plan. On a peut-être le plan Draghi, mais bon, on peut le lire. Mais oui, c'est un rapport. Exactement. Bastien, sur la Banque Centrale Européenne, comment vous tranchez parce que je vois de plus en plus là, des stratégistes, des économistes qui sont venus ces derniers jours dire moi, taux de dépôt 1,5 à l'arrivée pour la Banque Centrale Européenne, ça veut dire un taux réel neutre négatif. Alors, moi je veux bien, parce que c'est des gens qui nous disent il faut que la BCE aille vite, fort, c'est la seule institution qui peut accommoder, qui peut réagir. En même temps, quand j'entends que pour eux, le taux de dépôt à l'arrivée, c'est un taux réel neutre négatif, c'est pas un message franchement enthousiasmant non plus. Mais nous, on pense que la BCE va, un peu comme le disait Sébastien, c'est qu'on arrive vers les 2% vers la fin de l'année 2025, peut-être un petit peu en dessous, mais encore une fois, et je suis complètement en ligne avec ce que vous disiez, c'est qu'il n'y a que la BCE qui peut vraiment réaccélérer la croissance européenne. Parce que... au moins jusqu'à février 2025. C'est les élections allemandes. Oui, mais je ne pense pas que ça joue vraiment comme ça. Je ne suis pas convaincu là-dessus. Après, peut-être, ce qu'on peut souligner, ce qui est un peu négligé sur les droits de douane, c'est l'évolution du marché d'échange, quoi. Et en fait, quand on regarde, par exemple, alors si jamais les hausses de droits de douane sur les importations de produits européens augmentaient de 10 points de pourcentage, l'euro a déjà baissé de 4%. Bah oui. Donc,
En réalité, on a déjà fait une partie du chemin. Oui, il y a déjà une partie du chemin qui serait faite. Quoi. Et donc ça, il faut vraiment faire attention à ça. Et quand on regarde le côté américain cette fois-ci, pour juger l'impact sur l'inflation, étant donné que le dollar s'est déjà apprécié pas mal, finalement, l'impact sur l'inflation importée, elle sera peut-être pas aussi forte que ça en provenance des droits de douane. Quoi. Thibault, pour conclure avec vous sur la partie action, qu'est-ce que l'arrivée de l'administration Trump, telle qu'on la voit se dessiner aujourd'hui, qu'est-ce que ça change à la dynamique du marché action américain en premier lieu? Est-ce que ça reste le marché à détenir avant tout? 2024 va montrer qu'effectivement, l'exceptionnalisme américain s'est parfaitement reflété dans la performance des actions américaines par rapport aux actions du reste du monde. Est-ce que c'est le chemin qui est encore écrit, au moins pour les prochaines semaines, les prochains mois là? Est-ce qu'il peut y avoir des logiques un peu différentes aussi à un moment? Alors chez Silex, nous on a vraiment ce biais positif sur les US pour les prochains mois, très clairement. Alors au-delà de Trump, on pense vraiment que le marché action US, il est porté par une dynamique de croissance des EPS qui va vraiment au-delà de la politique, qui est portée par des très forts fondamentaux. En particulier, il y a la tech, évidemment, où on voit ce différentiel de croissance d'EPS qui porte un peu ce différentiel de croissance d'EPS entre les États-Unis et l'Europe. Puis après, il y a d'autres sujets. On revoit certains débats sur un play entre large cap et small cap, par exemple, avec les small cap qui concerneraient d'autres secteurs, des financières, des pétrolières. Mais en tous les cas, nous, c'est vrai que ce biais US, on compte le garder sur les prochains mois, très clairement. Bon, on aura des écarts majeurs à l'arrivée de cette année 2024. En dollars, je crois que les actions US marquent 25 points d'écart par rapport aux actions européennes. On n'a jamais vu autant. Bon, voilà, une année historique. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Thibault Morel pour Silex, Bastien Drue pour CPR Asset Management et Sébastien de Paris-Sorvitz pour LBP AM.